bonne écoute. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du hold-up au restaurant mythique au Lutin qui bouffe. Et moi, je vous parle de la disparition complètement oubliée de Cindy Ruperthouse. Vous écoutez le balado Captive. Michel, pour notre avant-dernier épisode de la saison 3, je suis allée avec une histoire à la fois criminelle et insolite. Je te ramène encore en arrière aujourd'hui dans les années 50. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai souvent l'impression que c'est une époque où les histoires criminelles ont une petite touche un peu théâtrale. Hein? Absolument divertissante, oui. Absolument, comme dans les anciens films de gangsters, par exemple, où les bandits sont à la fois cruels, mais parfois un peu attachants. C'est souvent des histoires très rocambolesques, hein? Surtout quand on parle de hold-up. Là, je dis hold-up parce que c'est un mot qui est très commun à l'époque dans le langage populaire, mais bon, de nos jours, dans nos médias francophones modernes, on dit avant tout cambriolage ou vol à main armée. Mais aujourd'hui, chez Captive, on a affaire à un hold-up, un vrai. Mais Michel, il s'est pas déroulé dans une banque. Non, justement, l'histoire de ce hold-up a avant tout attiré mon attention en raison du lieu insolite où il s'est déroulé. Laisse-moi donc te raconter le récit surprenant du hold-up au restaurant mythique au Lutin qui bouffe. Évidemment qu'avant toute chose, je vais te parler de ce fameux restaurant qui a joui d'une noble réputation pendant plus de 40 ans à Montréal, soit entre 1930 et 1972. Il était situé au 753 rue Saint-Grégoire. C'était une énorme bâtisse qui occupait un coin de rue puis qui se démarquait par ses deux grandes tourelles, là, ce qui donnait une allure un peu médiévale, je dirais. Tiens, je vais même te montrer une photo. Ah oui, merci. OK, mon Dieu. Ouais. L'établissement se décrivait d'ailleurs comme une ancienne auberge française. Michel, aimerais-tu nous lire un extrait d'un ancien dépliant du restaurant que j'ai trouvé sur le site de la Société d'histoire du plateau Mont-Royal via un témoignage signé Pierre Guillemette qui date de 2015? Pour les affaires ou pour le plaisir, le Lutin qui bouffe est unique sur ce continent. Loin des rues bruyantes d'une métropole moderne, en passant le seuil de cette ancienne auberge française, vous vous sentirez bien. Dans un monde différent, les soucis et les problèmes qui semblaient si réels un instant avant disparaissent dans une aura de chaleur et d'hospitalité. Oui. Hey, ça donne le goût. Mais Michel, ce que le dépliant ne précise pas, c'est que le restaurant, oui, il offre une belle ambiance chaleureuse, un menu qui se démarque, mais il est surtout populaire pour une activité inusitée pour laquelle sa clientèle s'y rend spécifiquement, celle de se faire photographier, biberon de lait à la main, en train de nourrir un vrai porcelet vivant. C'est sur une petite table adjacente à celle de ton repas qu'on déposait un des porcelets en liberté dans le restaurant qui était carrément les mascottes de l'établissement, là, que tu pouvais nourrir au biberon. Je te montre une photo. C'est ça. C'est à la fois un peu burlesque et dérangeant. Hey, c'est niché comme concept quand même. Écoute, j'imagine même pas aujourd'hui la crise cardiaque que fait l'inspecteur du MAPAC en entrant dans ce restaurant-là. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, pas besoin de dire que ça attirait la clientèle soir après soir. C'est pas étonnant que le propriétaire, M. Joseph McAbee, est rapidement devenu un homme prospère. Au début des années 50, la réputation du restaurant était à son comble. Puis c'était pas rare qu'en moins de 2 jours, par exemple, l'établissement pouvait réaliser des recettes qui frôlaient les 1000 $. C'est vraiment beaucoup pour l'époque. McAbee était un homme d'affaires brillant, mais aussi un très grand connaisseur d'œuvres d'art. Il se passionnait pour les beaux-arts, puis il avait même dédié une partie de son restaurant à l'exposition de différentes toiles pour encourager des artistes locaux puis des étudiants en art. D'ailleurs, on peut le voir en haut sur la photo. On voit des toiles à l'arrière. Ouais. Mais l'homme consacrait sa vie à son restaurant. Il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfants. Dans le fond, sa famille, là, c'était son entreprise, c'était ses employés.
Tu comprendras que M. Maccabi est devenu une cible très intéressante pour les voleurs, sachant que son restaurant dissimulait un coffre-fort qui contenait une portion de ses recettes. De l'argent, là, il en faisait, mais il faut dire qu'il cachait pas sa fortune non plus. C'était un homme fier qui arborait à son doigt une bague de diamants qui valait à elle seule, tiens-toi bien, près de 2000 $. Est-ce que M. Maccabi se doutait qu'il était une cible intéressante pour un éventuel cambriolage? Absolument. Non seulement il s'en doutait, mais il en avait peur. Puis à l'hiver 1953, il avait la certitude qu'un plan se préparait contre lui. Assez qu'il cachait son argent ailleurs que dans son coffre. Sauf que, malheureusement, malgré sa méfiance qui a duré pendant des mois, jamais il n'a pu voir venir le coup qui s'est déroulé dans la nuit du 18 au 19 janvier 1953. Après la fermeture du restaurant tard le soir du 18 janvier, Maccabi reçoit un appel d'un certain Dr. Robertson qui l'avise que son épouse aurait oublié son sac à main dans la soirée au moment où elle serait allée dans la salle des toilettes. En effet, une employée avait trouvé le sac égaré puis l'avait remis à M. Maccabi. Le Dr. Robertson proposait de passer le récupérer. Le rendez-vous est donc fixé. Il est très tard, presque 2 heures du matin, quand l'homme et son épouse se présentent enfin au lutin qui bouffe. Dès qu'il passe la porte du restaurant, le Dr. Robertson va aussitôt déclarer à Maccabi « C'est un hold-up ». Le propriétaire va vite comprendre qu'il s'est fait avoir puis que la menace qu'il redoutait depuis des mois est malheureusement venue à lui. On force l'homme à se rendre dans son bureau. Dans un élan d'adrénaline, Maccabi va réussir à agripper un revolver qu'il avait caché à des fins de protection. Il a à peine eu le temps de le prendre que le Dr. Robertson va réussir à le maîtriser. En voulant se défendre, Maccabi tire un coup de feu dont la balle va aboutir dans un poste de télévision à quelques mètres. Dr. Robertson, en plus d'être accompagné par son épouse, est aussi escorté par 2 autres complices. Ils sont donc 4 individus à s'en prendre à M. Maccabi. Ils insistent pour avoir le code de son coffre. Pas question qu'il cède à la demande. Maccabi refuse de collaborer. Ce qui va aussitôt mener vers une scène de violence au dénouement désastreux. Oh non! À l'aide de sa crosse de revolver et d'une matraque, l'un des cambrioleurs va frapper Maccabi à la tête à plusieurs reprises. La victime demeure consciente, mais saigne abondamment. Pendant ce temps-là, les autres voleurs trouvent des outils puis réussissent à ouvrir le coffre-fort. Du même coup, on s'acharne aussi sur la bague de diamants que Maccabi porte au doigt. Les voleurs resteront au lutin qui bouffe pendant près de 1h30 avant de s'enfuir avec un butin d'une valeur de plus de 5 000 $, soit 2 500 qui se trouvaient dans le coffre, 1 000 $ dans une caisse enregistreuse et la fameuse bague d'une valeur de 2 000 $. Au petit matin du 19 janvier, M. Maccabi, toujours conscient, est vite reconduit à l'hôpital. Malgré ses blessures graves, il est en mesure de donner une description claire des cambrioleurs et de raconter aux policiers le fil des événements. Ce qui va permettre de déclencher rapidement une enquête pour retrouver les voleurs. Malheureusement, Michel, l'enquête pour vol va se transformer 2 jours plus tard, le 21 janvier, en enquête pour meurtre. Non! Puisque M. Maccabi va succomber à ses blessures à l'hôpital Royal Victoria. Oh. Il avait 59 ans. Rapidement, c'est le branle-bas de combat. Les enquêteurs s'aperçoivent que le groupe de voleurs n'est pas à leur premier coup parce qu'en effet, le modus operandi utilisé le soir du vol au lutin qui bouffe est étrangement similaire à d'autres cambriolages qui ont eu lieu dans la métropole. Sauf que cette fois-ci, contrairement aux autres événements, il y a un homme qui a perdu la vie. Puis en faisant le lien avec les autres hold-up, les enquêteurs ont déjà dans la mire des suspects qui sont déjà connus des policiers. Ils vont, dès le lendemain du décès de Maccabi, arrêter une femme afin de l'interroger pour essayer de lui soutirer des informations. Ils sont persuadés qu'elle est non seulement impliquée dans le coup, mais qu'elle peut fournir les noms des autres complices. Elle s'appelle Gertrude Servant. Pourquoi elle? Bien parce qu'elle fréquente un criminel endurci qui est fort probablement la tête dirigeante du petit groupe de cambrioleurs. Ils en auront d'ailleurs bientôt le cœur net, puisqu'ils ont réussi à récupérer sur les lieux du vol des empreintes digitales appartenant au criminel. Puis ils vont aussi trouver sur les lieux un bout de papier chiffonné sur lequel on semble voir un code de coffre-fort inscrit, bien qu'il ait été défoncé avec des outils. Mais bon. Aussi, au sol, les policiers trouvent une serviette imbibée de sang, celui de M. Maccabi. Serviette qui lui aurait fort probablement été remise par les cambrioleurs quand ils ont vu l'état de ses blessures.
Gertrude Servant sera détenue et interrogée pendant plusieurs jours par les enquêteurs sous les recommandations notamment du coroner en charge de l'enquête en lien avec la mort de Maccabi. En revanche, malgré sa détention qui s'étire, Gertrude Servant n'est toujours pas formellement accusée de quoi que ce soit en lien avec le hold-up du 19 janvier. Non seulement elle n'est pas accusée, mais on ne lui permet pas de contacter qui que ce soit. Elle est en quelque sorte détenue de manière illégale, ce qui l'amènera, à l'aide de son avocat, à déposer un bref d'habeas corpus auprès d'un juge, c'est-à-dire une demande pour retrouver sa liberté, sachant qu'elle n'est accusée de rien. Tu sais, Michel, toute personne qui se fait arrêter a le droit, de savoir pourquoi, mais surtout de savoir de quoi on l'accuse. Puis une fois accusée, toute personne peut être libérée sous caution pour ensuite être amenée devant un juge. Mais dans ce cas-ci, la détention de Gertrude Servant ne respectait pas la loi. Elle est donc libérée le 4 février, presque 2 semaines après son arrestation. Est-ce que les enquêteurs auraient dû faire preuve de plus de rigueur dans l'arrestation de la femme? On va rapidement comprendre que oui, ils auraient dû. Cela dit, il semble qu'ils aient obtenu certaines informations cruciales qui vont permettre l'avancement de l'enquête puisque l'on connaît dorénavant les 4 suspects qui ont participé au cambriolage meurtrier. Pour le moment, les noms ne sont pas dévoilés dans les journaux, sauf celui du suspect numéro 1, Gerald Patrick McCowan, criminel notoire et amant de Gertrude Servant. Les enquêteurs apprennent qu'après le hold-up, il aurait traversé la frontière américaine quelque part près de Niagara. Il se cacherait maintenant aux États-Unis. Il est bien connu des policiers puisque, en 1942, il avait été condamné à 10 ans de prison pour avoir participé à 18 vols à main armée dans des pharmacies puis des comptoirs de tabac de la ville. Il y a un des vols qui a malheureusement mal tourné quand une femme enceinte a reçu un coup de pied dans le ventre. Il a finalement été arrêté à Hull, près d'Ottawa, puis au moment de son arrestation, il a reçu une balle à bout portant qui l'a presque tué. Donc, il a été hospitalisé avant son incarcération. En 1953, pendant les recherches pour le retrouver, on précise qu'il a des marques distinctes sur le corps, justement près de la poitrine, là où il a été quelques années auparavant tiré, en plus d'avoir des cicatrices de bagarre au-dessus de l'œil gauche. Malgré tout, on le surnomme le Beau Brummel, en raison de son charme et de son style vestimentaire impeccable. Début trentaine, cheveux châtains, yeux bleus, c'est un grand gaillard près de 6 pieds qui pèse environ 175 livres. Sa photo est partout. La sienne, mais aussi celle d'un deuxième suspect, Jonathan Dunn. Il y a un mandat d'arrestation pour les 2 hommes, tant ici au Canada qu'aux États-Unis par le FBI. Dunn, quant à lui, est plus jeune, début vingtaine. Semblerait que c'est un ancien détective privé de Toronto. Lui aussi, il passe pas inaperçu du haut de ses 6 pieds 3, 200 livres, avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus. Bon, malheureusement pour lui, on précise aussi dans les journaux qu'il a de nombreux boutons à tête noire au visage. Ben voyons donc. Ben oui. Dunn conduisait une voiture de marque Buick quand il a pris la fuite, qui aurait d'ailleurs été retracée près de New York autour du 5 février, soit 18 jours après le hold-up. On annonce que l'arrestation de Jonathan Dunn est imminente. Mais malheureusement, les jours et les semaines vont passer sans qu'on lui mette la main au collet. Les autorités iront jusqu'à distribuer plus de 2000 circulaires auprès des institutions policières des grandes villes à travers le monde, Michel. Au Canada, évidemment, aux États-Unis, mais aussi au Mexique, dans des villes en Amérique du Sud, en Europe, soit en Angleterre, en France, en Belgique, en Italie et même jusqu'en Australie. Tabarnouche. Ça va prendre plus d'1 an avant d'avoir un développement majeur dans l'affaire. En février 1954, en Californie, 2 hommes sont arrêtés pour vol de voiture, dont un certain Raymond Fisher. Suite à son arrestation, la vérification de ses empreintes digitales va révéler une vérité choc. Raymond Fisher est en réalité Jonathan Dunn, recherché pour une histoire de meurtre par les autorités canadiennes. Ça fait la une des journaux. Les journalistes s'emballent. On dit même que le 2e homme avec qui il a été arrêté est Gerald McCowan. Mais finalement, ça s'avère être une fausse rumeur. Le 2e individu n'est aucunement relié à l'affaire du lutin qui bouffe. Jonathan Dunn, quant à lui, sera déporté et remis à la police canadienne en date du 6 avril 1954. Il sera aussitôt formellement accusé de conspiration, vol à main armée et meurtre.
Sauf qu'au lieu d'attendre son procès sagement, Jonathan Dunn va décider de parler. Il va accepter de collaborer avec les autorités pour alléger sa cause. Et là, ça déboule. Suite aux déclarations de Dunn, c'est le 18 avril que 2 autres suspects sont arrêtés en lien avec le hold-up et le meurtre de M. McCabe, et une femme est aussi recherchée. Les 2 suspects arrêtés sont Roy Colligan et Léo Servant, frère de Gertrude Servant, qui, elle, a étrangement disparu après avoir été libérée une première fois il y a un peu plus d'1 an. Sa photo est partout à la une des journaux. Elle est où, la femme servant, comme on l'appelle? Hein? Eh bien, contre toute attente, elle va se livrer elle-même à la police le 23 avril en compagnie de son avocat. On n'a toujours pas de nouvelles de McCohen, le cerveau de l'affaire. Les efforts se multiplient pour le retrouver maintenant que le reste de la bande a été arrêté. Il va encore s'écouler plusieurs semaines avant que finalement McCohen soit retracé, le 16 juin 1954 à Austin, au Texas. Comment est-ce qu'ils ont fait pour le trouver aussi loin? Eh bien, Michel, le pauvre Gérald, c'est sa propre mère qui l'a vendu aux policiers. Oh! Oui, il aurait passé un coup de fil à ses parents qui habitent à Bradley Beach, au New Jersey. J'ai pas trouvé plus de détails sur la nature de son appel, mais ce que j'en comprends, c'est qu'il aurait demandé de l'aide à sa mère. Elle lui aurait alors dit qu'elle allait le rappeler dans une demi-heure. Sauf qu'elle a plutôt contacté la police d'Austin en donnant le numéro de téléphone de son fils. Elle aurait dit aux policiers qu'il était recherché pour être interrogé dans une histoire de meurtre à Montréal. Ça n'a pas été long que les policiers ont débarqué chez lui et que l'équipe de Montréal a été contactée. Bon, on est loin du courriel, on est loin des fax à cette époque-là. Il a donc fallu qu'un document qui contenait tous les détails sur l'identification de McCohen soit envoyé par avion à la police d'Austin. Et bingo, ses empreintes digitales concordent. À Austin, McCohen était plutôt connu sous le nom de Patrick Ramsey. Il était nouvellement marié avec une jeune Allemande qui venait tout juste d'avoir leur enfant. Il a un emploi et vit sa vie sans faire de vagues depuis 1 an et demi. Pas 10 ans, là, 1 an et demi. C'est à la fin juillet 1954 qu'il sera officiellement remis aux autorités canadiennes. Mais entre-temps, Michel, coup de théâtre, le 20 juillet, accompagné d'une autre détenue, Gertrude Servant, s'évade de la prison des femmes, anciennement située sur la rue Follum à Montréal. Mais voyons! Oui, où aujourd'hui, on trouve l'édifice partenaire de la Sûreté du Québec. Elle s'était pourtant rendue? Eh oui. Bon, petite parenthèse un peu cocasse que j'ai envie de partager avec toi, là. Ça m'a frappé dans mes recherches à quel point les journalistes de l'époque mettaient souvent l'emphase de manière très maladroite sur l'apparence physique des criminels. Hein? Tu m'étonnes. Justement, les points noirs dans la face de Jonathan Dunn, McCohen, le beau Brumel, puis... Écoute, dans l'article qui annonce l'évasion de Gertrude Servant, on peut lire quelque chose comme Gertrude Servant, la jolie brunette, s'est évadée avec Georgette Tremblay, 200 livres. Sous-entendu, la belle Gertrude et la moins belle Georgette, là, tu sais, c'est épouvantable. Bon, cela dit, leur cavale durera pas longtemps. Seulement 6 jours. Elles ont réussi à briser un cadenas sur une porte de la cuisine qui menait vers l'extérieur, puis elles ont été capables de grimper un muret qui, de l'autre côté, donnait sur une estrade de terrain de baseball. Bref, je pense que c'est l'évasion la plus facile de l'histoire. Elles ont quitté rapidement en taxi et dès le lendemain, prenaient la route des Laurentides vers un petit camp à la Minerve, qui est à environ 50 km au nord-ouest de Mont-Tremblant. C'est finalement un voisin qui a vu les visages des 2 dames dans le journal quelques jours plus tard qui a contacté la police. Le 26 juillet, les 2 évadés retournent en prison. Le lendemain, le 27 juillet 1954, McCohen comparaît devant le juge pour recevoir ses chefs d'accusation. On précise dans l'article de la presse du 28 juillet 1954 qu'à aucun moment il n'a semblé intéressé par les paroles du juge. Non seulement il portait aucune attention, mais il faisait de l'œil aux jeunes femmes dans l'assistance. On l'appelle le Don Juan dans le journal, Michel. Écoute, cet homme-là, il est accusé de meurtre, mais on met encore l'emphase sur son charme. Spécial. Mais bon, il sera officiellement accusé de vol à main armée et meurtre. Pour ton information, je reprends les écrits des journaux. Hein. On dit toujours accusé de meurtre tout court. On précise jamais si c'est 1er ou 2e degré comme aujourd'hui. Mais dans ce cas-ci, meurtre tout court signifie l'intention de causer des lésions corporelles qui ont entraîné la mort.
Le mois suivant, le 26 août 1954, on apprend que McCohen bénéficiera d'un Preferred Indictment. Bon, j'ai cherché le terme en français, c'est pas clair, mais c'est un peu comme si on privilégie l'acte d'accusation. Donc, on passe outre l'enquête préliminaire et on s'en va directement en procès devant jury pour diverses raisons, ce qui accélère finalement de manière considérable tout le processus judiciaire de l'accusé. En bout de ligne, on annonce un procès conjoint pour les 4 accusés, Gertrude et Léo Servan, Roy Colligan et Gerald McCohen. Jonathan Dunn, étant le témoin principal de la couronne, aura droit, lui, à son propre procès par la suite. Les avocats de la défense, surtout l'avocat de Colligan, fera la demande à répétition pour que son client puisse aussi bénéficier d'un procès séparé, mais bon, les demandes seront rejetées à chaque fois par le juge Wilfrid Lazur. C'est assez délicat, puisque les avocats ne pourront pas utiliser les témoignages des autres accusés, puisque ça pourrait nuire à leur défense, ce qui serait différent s'ils avaient droit à des procès séparés où les complices pourraient témoigner tout en bénéficiant de la protection de la cour. Bref, il faut aussi bien dire que c'est déjà une cause perdue. Le procès se fera devant un jury mixte, anglophone et francophone, puisque 2 des accusés sur les 4 sont anglophones, ce qui va prolonger la durée du procès, sachant que tout doit être traduit au fur et à mesure. Le jury aura une tâche assez lourde, merci. Afin de pouvoir prononcer les 4 accusés coupables, ils devront déterminer s'il y a bien eu complot, et ce, qu'ils aient frappé ou non M. McCabe durant le hold-up. C'est quand même assez particulier comme procédure. En plus de Jonathan Dunn qui témoignera et racontera en détail les événements, il y aura d'abord le docteur Jean-Marie Roussel, célèbre médecin légiste de l'époque. D'ailleurs, son nom te dit peut-être quelque chose puisque je le nomme à la toute fin de l'épisode numéro 2 de la saison 1. C'est lui qui a reconnu sur les photos du site d'écrasement Rita Morel, l'épouse d'Albert Gay. Puis c'est aussi le docteur Roussel qui a pratiqué les autopsies sur les dépouilles des épouses assassinées de Tuxedo Kid. Donc, je te raconte l'histoire à la saison 2. Bref. Hey, toute une carrière. Ben oui, ben on le retrouve ici, puisqu'il a été en charge de déterminer la cause du décès de M. McCabe. On peut lire dans la presse du 13 octobre 1954 que l'homme est décédé à la suite d'une hémorragie cérébrale et méningée. On apprend notamment que M. McCabe souffrait de problèmes sévères d'hypertension depuis longtemps. Il est probable que les saignements soient apparus à la suite de la rupture d'un anévrisme causé justement par son hypertension. Le stress post-traumatique a sans doute joué un rôle important dans son état physique les jours suivant son attaque. Les coups vigoureux qu'il a reçus à la tête le soir du hold-up l'ont évidemment blessé de manière considérable, puis ils ont possiblement créé un caillot de sang, ce qui a finalement mené vers l'anévrisme. Mais au dire de Dr. Roussel, après ma barre, ce n'était pas nécessairement des blessures mortelles, mais mêlées aux problèmes de santé de l'homme, ils lui auront été fatales. Le docteur a compté 7 coups apparents, dont à la lèvre, à la tempe, sur le sommet de la tête, sur la joue. Il y avait même une petite fracture du crâne à la base de l'œil gauche, sans compter les blessures à la main qui démontraient que les voleurs se sont réellement acharnés à retirer la bague du doigt de M. McCabe jusqu'à y laisser des écorchures. Quelle horreur! Au fil du procès, on va mieux comprendre le déroulement des événements. Je te ramène au soir du hold-up. Le 18 janvier 1953, Gertrude Servan, accompagnée de Gerald McCohen, ont été aperçues en train de manger au lutin qui bouffe. Gertrude va volontairement laisser son sac à main dans la salle des toilettes avant de quitter. Au même moment, Jonathan Dunn se serait rendu à l'hôtel Berkeley pour s'enregistrer au nom de Dr. Robertson. Le gérant de nuit de l'hôtel viendra en effet confirmer que le soi-disant Dr. Robertson aurait devant lui téléphoné au restaurant au lutin qui bouffe tard en soirée en précisant l'oubli d'un sac à main. Le gérant a tout entendu la conversation. Peu de temps après, le Dr. Robertson reçoit un appel à l'hôtel et quitte finalement l'établissement pour ne plus jamais revenir. Pendant que Gertrude Servan reste à l'appartement de McCohen, les 4 hommes, Colligan, Léo Servan, Jonathan Dunn, alias Dr. Robertson, et McCohen, déguisé en femme, donc qui passait pour l'épouse finalement de Dr. Robertson, se rendent au lutin qui bouffe. Dr. Robertson et sa femme, entre guillemets, cognent à la porte et s'ensuit le hold-up que je t'ai raconté au début.
Toutefois, on apprend qu'une autre victime est interceptée. L'assistante gérante de Maccabi, Marguerite Drouin, qui se trouvait encore au restaurant. Elle a été rapidement attrapée par Roy Colligan, qui l'a bâillonnée et qui lui a bandé les yeux sous la menace d'un revolver. Une chance, elle n'a pas été violentée, mais elle a tout entendu. Les voleurs parlaient entre eux, mais surtout les coups de nez à Maccabi. Il y en a même un qui aurait dit « OK, là, ça suffit » à McCohen, qui frappait Maccabi à répétition. Une fois qu'ils ont quitté vers 3h30 du matin, son patron, Maccabi, était blessé, mais il était encore conscient. Il lui disait même qu'il était correct. Elle s'est détachée et elle a ensuite accompagné l'homme à l'hôpital. Jonathan Dunn va révéler qu'aucun des revolvers de la bande n'était chargé. À se dire, il n'avait pas l'intention de tuer. Est-ce que ce détail va jouer en leur faveur? On va y revenir. Je t'ai dit un peu plus tôt que si, au terme du procès, le jury déterminait qu'il y avait bien eu complot, que les 4 accusés seraient automatiquement reconnus coupables. Eh bien, on appellera à la barre un témoin de la couronne important, un certain Jean Carignan, cousin de Maccabi. Monsieur Carignan, là, il va confirmer que 3 mois avant le hold-up, Gertrude Servant l'aurait approché pour lui soumettre un plan qui impliquerait Maccabi. En gros, elle souhaitait que Carignan puisse sortir Maccabi de son restaurant quelques heures, le temps que le clan puisse dérober son coffre-fort sans être dérangé. Elle lui promettait même une part du butin si le plan fonctionnait bien. Sinon, elle proposait un deuxième scénario, celui de venir dévaliser le coffre-fort en présence de Maccabi, mais que Carignan soit aussi présent et battu par les voleurs, mais de manière calculée, mettons, là, afin de faire peur à Maccabi puis l'encourager à ouvrir son coffre-fort. Tu sais, c'est tentant. Mais dans tous les cas, Carignan a refusé les offres de Servant. Il n'était pas question qu'il participe à ça, et non seulement il l'a refusé, Michel, mais il a pris le téléphone et il a contacté son cousin pour tout lui raconter. C'est la raison pourquoi Maccabi était devenu craintif, qu'il s'était procuré une arme et qu'il cachait même son argent ailleurs que dans son coffre-fort. Si c'est pas une preuve de complot, ça, je ne sais pas c'est quoi. Pourtant, les avocats de Léo Servant et Roy Colligan vont tenter de présenter des alibis qui prouveraient que les 2 complices n'ont jamais participé au hold-up, mais les scénarios ne tiennent pas la route. Il y a des incohérences, ce qui fait en sorte que les alibis là, ne seront jamais considérés sérieusement. Ça va tellement mal pour les 4 accusés que le 27 octobre 1954, ils vont décider tous les 4 d'admettre leur culpabilité en échange d'une accusation d'homicide involontaire. À la lecture du nouvel acte d'accusation, un par un, ils vont répondre coupables. Attention, si l'un des 4 plaidait non coupable, c'est un nouveau procès qu'ils allaient devoir subir. Ils se sont donc tous entendus pour un plaidoyer de culpabilité. 2 jours plus tard, le 29 octobre, le juge Lazur va prononcer la sentence des 4 accusés. McCohen, Colligan et Léo Servant reçoivent une sentence de prison à perpétuité. Michel, je te laisse lire les paroles du juge lorsqu'il s'est adressé aux 3 hommes. Ça vient d'un article de la presse du 29 octobre 1954. Un homicide involontaire est souvent à un cheveu près d'un meurtre, comme c'est le cas ici. Et la clémence n'a pas sa place ici. Vous avez fait grand état du fait que les revolvers n'étaient pas chargés, vides même de leur magasin. Est-ce que cette précaution a modifié quoi que ce soit? Est-ce que Maccabi n'est pas mort? Alors, quand vous avez appuyé un revolver vide dans les reins de Mademoiselle Drouin, c'est elle qui les vide de ses cartouches? Et quand on attache les victimes du vol, n'est-ce pas de la violence ultra-criminelle? Aucune pitié pour vous 3. Emprisonnement à vie. C'est satisfaisant quand même. Oui, hein? Le juge parle aussi de la planification du hold-up qui s'est étendue sur 3 mois, que malgré les précautions, le vol a tourné à la violence, puis que leur passé de criminel endurci là, joue dans sa décision. Pour Gertrude Servant, c'est elle qui a laissé son sac à main au restaurant, puis elle a participé activement au complot des mois avant le drame. Mais puisqu'elle n'était pas au restaurant pendant le hold-up et qu'elle n'a pas les mêmes antécédents judiciaires que les 3 autres, elle va bénéficier d'une sentence moins lourde, soit 10 ans de prison. Le 1er décembre 1954, c'est au tour de Jonathan Dunn d'être jugé, puis il va lui aussi plaider coupable pour homicide involontaire. Mais contrairement aux 3 autres hommes condamnés, lui, il va obtenir une sentence de seulement 5 ans de prison. Je te laisse le soin de nous lire les paroles du juge à son effet, parues dans le Montréal Matin du 1er décembre 1954. Je fais preuve de clémence dans votre cas parce que vous n'avez jamais eu de maille à partir avec la justice. Vous êtes le plus jeune du groupe.
En outre, vous avez aidé la police et la couronne. Dans votre témoignage, vous avez été sincère en disant la vérité. J'espère qu'une fois votre peine purgée, vous reviendrez dans le droit chemin. Ouais, je sais pas si Don est demeuré sage après son incarcération, mais je peux dire que ça n'a pas été de tout repos avec les autres détenus dans l'affaire McCabe. Colligan, notamment, il s'est battu pendant des années pour aller en appel de sa sentence. Il se disait victime d'une injustice. Il disait qu'il aurait été forcé par les 3 autres à plaider coupable, même si lui, il voulait pas. Il va même s'adresser jusqu'en Cour suprême pour être entendu, mais sa démarche semble être demeurée sans issue. Surtout qu'on peut lire dans des articles de journaux de mars 1957 et septembre 1966 des tentatives d'évasion de sa part. Bref, on constate que Colligan ne réussira pas à changer son statut de criminel endurci avec les années. Même chose pour McCohen. Sauf que lui, au contraire, il était un détenu modèle, tellement qu'il a complété son cours d'infirmier en prison. Puis il sera finalement libéré en 1962, ce qui est pas si longtemps après le meurtre. Mais il va finir par retourner en prison quelques années plus tard pour un autre crime. Puis encore une fois, c'est aux États-Unis qu'il sera retrouvé avant d'être déporté à nouveau au Canada. Pour ce qui est de la mémoire de Joseph McCabe, sache qu'encore aujourd'hui, son nom résonne dans le domaine des beaux-arts à Montréal. Ouais, pourquoi? En fait, on précise dans un article de la plateforme Mémoire des Montréalais, publié via le site de la Ville de Montréal, que la grande passion de McCabe pour les arts l'a amené à vouloir poursuivre son implication dans le domaine après sa mort. Parce qu'en effet, dans son testament, McCabe a laissé en héritage une fondation pour venir en aide aux jeunes artistes qui fréquentent l'École des beaux-arts de Montréal. Oui. La Fondation McCabe permet encore aujourd'hui d'offrir des bourses à ceux qui souhaitent poursuivre leur rêve de compléter des études dans le domaine des beaux-arts. Il a aussi légué le reste de sa fortune au couvent des Carmélites de Montréal, mais aussi à des employés de son restaurant qui, pour lui, auront été sa véritable famille à la suite du décès de ses parents, qui furent les premiers propriétaires des lieux. En reprenant le flambeau, Joseph McCabe a su faire rayonner de son vivant cette entreprise familiale unique pendant plusieurs décennies. L'histoire du hold-up qui a eu lieu au Lutin qui bouffe il y a maintenant 70 ans se démarque encore aujourd'hui dans l'histoire de notre ville, et ce de manière singulière et quelque peu insolite. Annie, aujourd'hui, je t'amène dans ma ville natale, à Val-d'Or, dans une histoire vraiment révoltante pour des tonnes de raisons, mais une histoire vraiment importante aussi. La genèse d'une saga qui a secoué le Québec en entier en 2015 et qui continue de faire des vagues encore au moment où on se parle. L'histoire que je te raconte aujourd'hui, c'est le point de départ derrière le scandale rapporté par l'émission Enquête en octobre 2015 concernant le traitement ignoble et inhumain qu'ont fait subir certains agents de la Sûreté du Québec aux femmes autochtones de la région. Des abus, des agressions sexuelles. En tout, en 2015, c'était 14 allégations graves envers 8 policiers. Et encore, combien d'histoires gardées sous silence par peur de représailles? Tu sais, quand c'est la police qui t'abuse, tu vas porter plainte où? Ces épouvantables révélations que la journaliste Josée Dupuis a mis en lumière dans ce reportage choc de Enquête, c'est d'abord et avant tout en allant à la recherche d'une femme portée disparue qu'elle les a découvertes. Partie candidement rencontrer une famille brisée par l'absence inexpliquée de leur fille et par le refus des autorités de les aider. C'est cette histoire-là que je vais te raconter aujourd'hui, l'histoire révoltante de la disparition oubliée de Cindy Ruperthouse. En 2014, Cindy Ruperthouse est âgée de 44 ans. Elle est la fille de Emily Ruperthouse et la belle-fille de Johnny Wilde, qui serait donc son beau-père. Mais je tiens quand même à préciser que si je parle ici de beau-père, c'est parce que c'est dit comme tel dans plusieurs sources. Mais à ce que j'ai compris, là, Johnny est dans la vie de Cindy depuis qu'elle est toute petite et il se considère comme son père. Si Johnny et Emily, les parents de Cindy, habitent toujours dans la communauté algonquine de Picogan, en bordure de la ville d'Amos, en Abitibi-Témiscamingue, Cindy, elle, se promène entre Picogan et Val-d'Or depuis quelques années déjà. Et si la vie de Cindy a déjà été relativement tranquille et rangée, l'arrivée dans la vie adulte aura été pour elle difficile et parsemée d'embûches.
Tombée dans l'enfer de la consommation excessive de drogue et d'alcool, le train de vie de Cindy devient de plus en plus effréné et difficile à contrôler au fil des années qui passent. On parle de prostitution, de violence. On décrit Cindy comme quelqu'un de doux et extrêmement amical, mais qui change considérablement de personnalité sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. Dans un article du Huffington Post datant du 24 octobre 2015, les journalistes José Dupuis et Emmanuel Marchand décrivent une Cindy qui se retrouve souvent en centre d'aide, avec une personnalité volatile et imprévisible. Pourtant, ses parents, Emily et Johnny, sont fermes là-dessus. Oui, Cindy restait souvent à l'écart de sa famille, préférant les protéger de cet alcoolisme qui la tenait ferme. Mais elle coupait jamais le contact avec eux pour autant. Les appels téléphoniques étaient fréquents et elle tenait, somme toute, ses parents au courant de sa vie, aussi tumultueuse soit-elle. Puis les parents de Cindy, là, ils l'aimaient pas moins, leur fille, parce qu'elle avait une vie difficile. Ils ont une bonne relation, puis ils essaient de l'aider du mieux qu'ils peuvent, quand ils le peuvent et quand c'est possible. En mars 2014, le téléphone sonne chez Johnny Wilde et Emily Rupert-House. Au bout du fil, une Cindy émotive qui semble contrariée. Assez vite, Cindy en vient au fait. Elle a besoin d'argent. Elle demande une grosse somme à sa mère. On précise nulle part combien exactement, mais un montant assez important selon Emily. Cindy explique à sa mère que c'est pour aider son chum. Donc, Emily refuse catégoriquement la demande de Cindy. Non seulement c'est une somme considérable, mais elle maintient qu'elle ne veut certainement pas donner son argent à cet homme qu'elle n'aime pas du tout. Cindy rassure sa mère en lui disant qu'elle comprend. Elle quitte l'appel juste après lui avoir dit qu'elle allait la rappeler bientôt. Emily n'a plus jamais eu de nouvelles de sa fille après cet appel-là. Par contre, si ce sont les dernières nouvelles que son père et sa mère ont eues de Cindy ce jour-là, il n'y en est pas de même pour tous. J'apprends dans mes recherches que durant le mois de mars 2014, toujours, on aurait pris soin de Cindy à quelques reprises à l'organisme Asso Sexuel Secours de Val-d'Or, où elle se serait présentée au moins une fois avec des marques de strangulation autour du cou. Mon Dieu! Tu comprendras, Annie, que c'est extrêmement difficile de suivre la trace de Cindy vu son quotidien mouvementé. Mais son dernier signe de vie officiel, on le retrouve à la fin avril 2014. Cindy fait alors un passage à l'urgence de Val-d'Or le 23 avril 2014, précisément, où elle se présente avec 3 côtes cassées. Mon Dieu! On explique toujours dans le Huffington Post qu'elle refuse alors de porter plainte contre son agresseur. Elle dit être trop inquiète qu'il s'en prenne à sa famille pour se venger d'elle. Après ce passage-là à l'urgence de Val-d'Or, on n'est plus en mesure de situer officiellement Cindy où que ce soit, ou en tout cas de corroborer des témoignages plus ou moins clairs là, de personnes qui disent l'avoir vue ou pas. Sauf que, comme c'est quand même dans les habitudes de Cindy de passer quelques semaines ou même quelques mois sans donner de nouvelles, quand sa vie est vraiment désorganisée, son absence reste invisible. Il n'y a rien qui attire particulièrement l'attention et les mois d'été passent sans que personne ne soit vraiment alerté ou même conscient qu'on n'a plus eu de nouvelles de la belle Cindy depuis le début du printemps. Je sais que c'est difficile à assimiler, cette information-là, mais dans le contexte, je pense qu'on peut assez bien comprendre que c'est une possibilité. Tu sais, disparaître de la map un certain temps avant de revenir, c'était pas rare pour Cindy, là. C'est ça que je comprends. Ouais, c'est triste, là. Par contre, bien entendu que ses parents commencent à trouver que leur fille étire pas mal la promesse de rappeler bientôt, là. Mais ça aussi, je peux comprendre la situation. Tu sais, premièrement, la dernière discussion entre Emily et sa fille, c'était pas très bien déroulée, on se rappelle. Puis comme je te disais plus tôt, les parents de Cindy étaient quand même conscients du caractère, disons, imprévisible là, de la vie de leur fille. Quelque chose, pourtant, leur met la puce à l'oreille que cette fois, il y a un truc qui tourne pas rond. J'ai pas de date exacte à te donner, Annie, mais vers la fin de l'été arrive non seulement l'anniversaire d'Emily, la mère de Cindy, mais aussi l'anniversaire de mariage de ses parents. Jamais Cindy n'est passée à côté de ces 2 dates et a manqué d'appeler sa mère pour souligner ces 2 événements-là, chers à ses yeux. Mais à la fin de l'été 2014, ces 2 dates-là passent et le téléphone ne sonne pas. Inquiets de ce silence inhabituel, les parents de Cindy partent de Picogan pour aller à Val-d'Or, cogner chez leur fille. C'est un trajet d'environ 75 km. Une fois sur place, ils se rendent compte que personne ne répond à la dernière adresse connue de Cindy. Ils tentent ensuite de contacter les amis, l'entourage connu de Cindy. Puis là, petit à petit, Emily et Johnny sont horrifiés de faire le constat suivant. Personne ne semble avoir vu Cindy depuis avril dernier. Oh mon Dieu, t'imagines? Soit depuis 5 mois. Ah, c'est épouvantable! Après quelques autres recherches, ils décident finalement d'aller voir la police et de signaler la disparition officiellement de leur fille. D'après toi, Annie,
Une femme issue des Premières Nations à Val-d'Or, avec une vie tumultueuse puis un dossier comme celui de Cindy. À quel point c'est pris au sérieux quand on rapporte sa disparition en 2014? Je te dirais que de mon côté, puis là, c'est mon avis, là, ça n'engage que moi, mais sur l'échelle des priorités là, de la police, ça devait pas être ben haut. En fait, la preuve, c'est que c'est 1 mois plus tard que je retrouve le premier avis de recherche dans le journal La Gatineau, soit le 9 octobre 2014. La Sûreté du Québec demande à quiconque a des informations sur Cindy de bien vouloir les contacter. J'ai retrouvé ce même avis-là quelques fois en octobre, puis en novembre, puis plus rien. Je retrouve une trace de Cindy dans le journal Le Soleil du 5 octobre 2015, soit 1 an après le signalement de sa disparition. On raconte que très vite, en 2014, l'enquête a été confiée en premier lieu à un enquêteur de la communauté de Picogan, mais qu'on a vite considéré qu'il était trop proche de la famille. Alors, on a relégué l'enquête à Val-d'Or, puis à Montréal. Ah oui? Là, il faut m'expliquer pourquoi un enquêteur basé à Montréal serait la bonne personne pour enquêter une disparition qui a lieu à 530 km de là. Mais, selon la famille et les proches, à part se lancer la balle et changer de dossier de ville, il n'y a rien qui bouge dans le dossier de Cindy. En même temps, peut-être que d'un un certain niveau, j'avais comme tendance à croire que c'était plus fiable quelqu'un de Montréal, quelqu'un qui a une vue extérieure. Tu sais, ça peut pas nécessairement nuire, mais dans ce cas-ci, ce que je comprends, c'est que ça s'est juste passé à la balle sans... Il n'y a aucune action qui a été faite. Aucune action. Tu vas le comprendre assez vite. Alors oui, non seulement rien bouge, mais le journal La Tribune du 24 octobre 2015 rapporte qu'on aurait dit à Johnny et Emily à l'époque qu'ils avaient trop tardé pour rapporter sa disparition et que la Sûreté du Québec allait attendre la fonte des neiges et le printemps 2015 pour faire des recherches. Là, on est en septembre 2014. À ce moment-là, je sais que la neige vient tôt en Abitibi, mais j'ai vérifié et il n'y a pas un seul flocon de neige tombé à Val-d'Or en septembre 2014. En fait, la première neige à Val-d'Or est tombée le 30 octobre cette année-là. Donc, on peut parler ici d'une belle occasion manquée de commencer des recherches qui sont encore plus urgentes sachant qu'on a 5 mois de retard. Puis en toi puis moi, c'est pas à cause qu'il y a une première neige que tu peux pas rien trouver. Ça ressemble un petit peu à une excuse bidon. Absolument. Mais bon. Ça va prendre l'arrivée en ville de la journaliste montréalaise Josée Dupuis de l'émission Enquête pour que les choses bougent un peu. Tranquillement, mais sûrement, il y a un travail de fond qui se fait sur la disparition de Cindy et bientôt, on finira par en savoir un peu plus. Quand la journaliste arrive à Val-d'Or, on est déjà en juin 2015. Je te rappelle que Cindy n'a pas été vue depuis avril 2014. Puis Josée Dupuis, elle commence à brasser les affaires pas mal. C'est pas grand Val-d'Or, hein? Environ 33 000 citoyens. Ça se sait assez vite. Je crois comprendre qu'à ce moment-là, le dossier se met à bouger un peu plus au niveau de la Sûreté du Québec qui se réveille enfin. Ils le savent que la journaliste est là, qu'elle se promène, qu'elle rencontre beaucoup de monde. Ce qu'ils savent pas encore, par contre, c'est qu'elle apprend surtout beaucoup de choses. Des choses sur Cindy, oui, mais des choses absolument horrifiantes qui ne concernent pas que Cindy. Bon, sauf que là, je vais trop vite. Ces choses-là, on les apprendra pas avant des mois encore. Si j'ai bien suivi toute l'affaire, c'est lors d'une vigile à la mémoire des filles et des femmes autochtones disparues ou assassinées, tenue à la place Diouville à Montréal le 4 octobre 2015, donc un peu plus d'1 an après qu'on ait signalé sa disparition, que l'histoire de Cindy émerge enfin un peu de l'ombre. Son père, Johnny, monte sur l'estrade ce jour-là pour raconter l'histoire de Cindy et pour dénoncer le peu d'aide qu'il reçoit des autorités. Sur place, des journalistes, des familles de victimes aussi, on commence à parler de ces traitements complètement différents qu'on accorde aux personnes issues des Premières Nations quand elles se font assassiner ou quand elles disparaissent. Mais c'est le 22 octobre 2015, lors de la diffusion du désormais mythique épisode d'enquête, que le cas de Cindy est mis au jour et présenté à la province en entier. Il sera même presque malheureusement effacé suite aux révélations terribles qu'on rapporte aussi dans cet épisode-là, mais ça, j'y reviendrai. Pour l'instant, on se concentre sur les informations recueillies sur Cindy. On apprend dans l'épisode d'enquête, donc, que c'est en juin 2015 que Josée Dupuis et Emmanuel Marchand, les journalistes, arrivent à Picogan pour rencontrer Johnny et Emily. Les parents de Cindy racontent émus à la caméra que non seulement aucun policier n'est jamais venu les voir dans le cadre de l'enquête pour retrouver leur fille, mais que c'est la toute première fois que quelqu'un les visite officiellement pour parler de Cindy, tout corps de métier confondu. Policiers, enquêteurs, médias, personne n'a trouvé cette histoire-là assez importante pour s'y attarder.
Les parents, eux, ont travaillé d'arrache-pied dans la dernière année. Ils sont allés chercher sans relâche à Ottawa, à Radisson, à Chisasibi. Ils ont fait imprimer des centaines d'affiches qu'ils ont distribuées partout où ils passaient. Mais sans aide, Annie, là, tu le sais, on commence à comprendre, c'est tellement difficile de faire circuler l'histoire et le visage de Cindy. Dans l'article du Huffington Post du 24 octobre 2015, tout comme dans le reportage de Enquête, on raconte aussi l'histoire de Caroline, une très bonne amie de Cindy. Caroline, bien qu'elle était assez proche de Cindy, était dans l'ignorance de sa disparition. Je n'ai pas besoin, Annie, de te répéter les circonstances particulières qui ont mené à ça. Hein? On en a parlé, c'était difficile de suivre les allées et venues de Cindy. Bref, à l'automne 2014, Caroline est donc très étonnée d'apprendre de la bouche de son intervenante que son amie est considérée comme disparue parce que Caroline, elle est certaine de l'avoir vue il y a peu de temps dans un magasin à rayons de Val-d'Or. Ben voyons. Elle portait un manteau noir, elle magasinait dans les rayons de vêtements. Les deux femmes ne se sont pas parlé, mais Caroline est sûre de son coup, c'était Cindy. Ça, c'est une grosse nouvelle, là. À ce moment-là, on est au courant dans le milieu de l'intervention à Val-d'Or que Cindy manque à l'appel. L'intervenante contacte aussitôt les policiers pour leur indiquer que Cindy Rupert-House, qui est, on se souvient, officiellement considérée comme disparue, aurait été vue en octobre au magasin. Elle fait la description que Caroline en a fait et laisse toutes les informations nécessaires à la Sûreté du Québec qui conclut l'appel en lui disant « On va vérifier ». Bien, au lieu d'aller saisir les bandes et de faire le travail d'enquête qu'ils auraient dû faire, la SQ contacte le propriétaire du magasin et lui demande de vérifier ses bandes lui-même, d'en faire le tri et d'ensuite montrer le résultat à Caroline. Franchement. Caroline va donc visionner les bandes et remarque qu'aucune des femmes qu'elle voit à l'écran ne correspond à la description qu'elle a fait préalablement de son amie à l'intervenante. Quand elle lui en parle, le gérant du magasin répond simplement « Pour moi, toutes les femmes autochtones se ressemblent. » Ah, franchement! Installées au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or avec plusieurs amis et connaissances de Cindy, les femmes parlent ensemble candidement de sa disparition à la journaliste Josée Dupuis, du fait que tout le monde semble s'en moquer au plus haut point et que la police n'est certainement pas là pour aider quand il s'agit d'une femme autochtone. Et tranquillement, Annie, la discussion entre ces femmes prend une tournure cauchemardesque quand la journaliste pousse un peu puis essaie de savoir ce que ce commentaire-là veut dire. Attention ici, je fais un avertissement. Ce qui s'en vient est très, très troublant et difficile à entendre. Je vais pas trop m'y attarder parce que mon épisode porte sur la disparition de Cindy puis qu'ici, il en retourne d'un tout autre dossier, même si, bon, la disparition de Cindy est l'élément déclencheur de toute la sortie médiatique de l'affaire. Donc, la discussion dévie tranquillement sur la relation entre la Sûreté du Québec de Val-d'Or et les femmes autochtones. Et ce que ces femmes-là racontent semble sortir tout droit d'un film d'horreur. Par exemple, que certains policiers embarquent les femmes autochtones intoxiquées au centre-ville de Val-d'Or et les amènent à des kilomètres dans le bois pour les laisser là, en plein hiver. Des fois, ils lancent leurs bottes et leur téléphone bien loin dans la neige. Ils repartent en leur sommant de dégriser. D'autres femmes se confient sur les échanges de drogue ou de bière contre des fellations ou des relations sexuelles complètes. Annie, on parle toujours de la police. C'est épouvantable, regarde là. C'est tellement troublant d'écouter leur récit. Je vous recommande fortement d'écouter cet épisode d'enquête. Il est bouleversant. Il est disponible sur YouTube. Je laisserai le lien dans nos sources sur le site web de Captive, mais soyez avertis, là, c'est vraiment crève-cœur. Évidemment, ces allégations-là et ces confidences de ces femmes violentées et ostracisées par les forces de l'ordre de leur communauté vont semer l'émoi dans tout le Québec et continue de faire des vagues encore aujourd'hui. Hein. Il s'agit d'un épisode très peu glorieux de l'histoire de la Sûreté du Québec, j'irais même jusqu'à dire, suite au passage d'une enquête qui a découvert ces histoires horribles en cherchant des réponses sur la disparition de Cindy Rupert-House. 14 dossiers ont été ouverts sur 8 policiers à Val-d'Or. Hey! Malheureusement, aucun dossier ne sera retenu par le DPCP pour aller en cours. Non. Considérant que c'était trop difficile d'identifier les policiers en cause, entre autres. Et bon, faute de preuves, malheureusement, il n'y a aucune suite judiciaire à ça. Puis là, Annie, on parle juste de Val-d'Or, puis des cas des femmes qui ont bien voulu se raconter. J'ose pas imaginer ce que c'est dans le reste du Québec. C'est épouvantable. Hey, c'est pas reluisant, hein? Je te donne un des exemples des retombées de ce reportage-là, Annie, que tu peux retrouver dans le journal Le Devoir du 4 décembre 2020, donc 5 ans après la diffusion. Est-ce que tu veux nous lire l'introduction du dossier qui est fait sur le sujet? Oui. Depuis la prise de parole publique des femmes autochtones de Val-d'Or dans un reportage de l'émission Enquête en 2015,
213 dossiers d'enquête criminelle ont été ouverts au Québec à la suite d'allégations formulées par des Autochtones à l'endroit de policiers. Au total, 18 d'entre eux ont mené au dépôt d'accusations criminelles contre 17 policiers, révèle une compilation inédite du Devoir. Alors, comme tu peux le constater, Annie, ça n'a vraiment pas été une mince affaire, ce reportage-là au Québec. Tout ça pour dire que, tu vois, là, c'est une grosse cicatrice dans la ville, cette affaire-là, qui divise encore beaucoup aujourd'hui. En fait, je pourrais t'en parler longtemps, Annie, mais je veux faire attention de ne pas trop m'écarter du sujet principal dans cette histoire, hein, la disparition de Cindy. Puis tristement, même si ces révélations-là étaient nécessaires et importantes, elles ont quand même eu comme ressac d'un peu effacer le propos initial. Tu sais, quand on parle de cet épisode d'enquête ou de l'affaire de la police à Val-d'Or, là, tout le monde se souvient évidemment des brutalités infligées à ces femmes. Mais qui se souvient que c'était au départ une enquête sur le cas de Cindy Ruperthouse? Pas grand monde. Non, effectivement. Pourtant, on apprend quand même des choses intéressantes et surtout inquiétantes sur Cindy dans le reportage. Par exemple, qu'elle venait de recevoir 13 000 $ de la SAQ, la Société d'assurance automobile du Québec, suite à un accident de voiture et que ce chèque n'a jamais été encaissé. Oh. Bien qu'on se souvienne, hein, Cindy avait demandé de l'argent à sa mère lors de leur dernière conversation. On peut donc s'imaginer que si elle avait été en mesure d'encaisser un si gros montant, elle l'aurait fait. On apprend aussi que, bon, comme je te disais, ayant vent que les journalistes de Montréal sont en ville pour enquêter sur la disparition de Cindy, la SQ de Val-d'Or a enfin donné signe de vie aux parents pour leur dire, qu'ils avaient rien au dossier. Eux qui avaient pourtant laissé savoir à Émilie et Johnny qu'ils se mettraient à la tâche à la Fonte des Neiges, hein, on se souvient, rendu en juin, alors que les journalistes tournent leur reportage, toujours aucun plan en vue pour que les recherches débutent. Au lendemain de la diffusion de l'épisode d'enquête, soit le 23 octobre 2015, la famille fait une conférence de presse et, aux surprises, enfin quelques médias se pointent. Johnny Wilde raconte avec émotion que sa fille était jadis une éternelle étudiante, brillante, passionnée, avant de tomber dans l'enfer de la drogue et de la prostitution. Encore une fois, il déplore le peu de collaboration des policiers, rappelant que son seul contact, c'est un enquêteur de Montréal avec qui il parle une fois de temps en temps au téléphone, mais qu'il ne se passe rien du tout de leur côté. Johnny rappelle que pendant ce temps-là, leur vie à lui et à Émilie est stoppée. Tout ce qu'ils font, c'est chercher Cindy. Durant toute la semaine qui suit la diffusion du reportage, on couvre largement dans les médias du Québec les allégations faites par ces femmes autochtones de Val-d'Or. Mais on parle très, très peu ou pas du tout de la disparition de Cindy. C'est tellement triste parce que, malgré tous les efforts déployés autour d'elle, sa disparition continue de rester invisible. Pourtant, bien cachée dans un reportage de CBC News du 31 octobre 2015, une déclaration de Martin Prudhomme, le grand patron de la SQ à ce moment-là, attire mon attention. Je le cite. « Le dossier de Cindy est maintenant évalué comme un meurtre, même en l'absence d'un corps. » Ben voyons. On va comprendre assez vite pourquoi Prudhomme s'avance sur cette avenue-là. Mais avant, on fait un petit saut jusqu'en 2016, en juin 2016, où enfin, oui Annie, 25 mois après qu'on l'ait vue pour la dernière fois, la première battue pour retrouver Cindy est organisée. C'est le 4 juin que ça se passe dans un secteur boisé près de la rivière Bourlamaque, à Val-d'Or. Et une cinquantaine de personnes sont présentes. Les recherches sont menées par Recherche et sauvetage du Témiscamingue, un organisme bénévole, parce que non, Annie, la Sûreté du Québec ne participe pas aux recherches, considérant que le lieu où s'enlignent les recherches est non pertinent. Ils offrent par contre de leur envoyer un technicien en identité judiciaire au besoin. Dans le reportage de Ici Abitibi-Témiscamingue paru le 6 juin 2016, on sent beaucoup de fébrilité chez les personnes interviewées. On a très, très peur de ce qu'on va trouver, en somme. L'émotion est palpable, même au travers de l'écran. Michel, est-ce qu'on sait pourquoi ils ont choisi cet endroit-là? Non, c'est pas amené. Okay. Pendant cette battue-là, les bénévoles trouvent des ossements, des chaussures, un couteau et un rouge à lèvres. Si j'ai bien compris, là, finalement, la SQ est passée ériger un périmètre de sécurité autour de ce qu'on a trouvé et ils ont quand même documenté les objets retrouvés. Ils ont aussi pris tous les noms des bénévoles sur place, hein, une pratique courante. Tu te souviens, Annie, on l'a déjà évoqué. C'est pas rare de constater dans les dossiers en évolution que finalement, le ou les suspects dans une enquête figurent parmi les hordes de bénévoles impliqués dans les recherches. Hein. Une façon bien simple de paraître bien engagé, oui, mais de garder l'œil sur les avancées de l'enquête. Sauf que cette fois-ci, la théorie ne s'est pas avérée. Je ne sais pas ce qui est advenu des objets qu'on a retrouvés dans le cadre de la battue, ni même s'ils ont été analysés. Mais ce que je peux te dire, Annie,
c'est que le principal suspect dans l'affaire, il n'était pas aux recherches ce jour-là. Oui, il y a un méchant coup de théâtre dans cette histoire-là. Et ce coup de théâtre, il s'appelle Lévi Landry. Ben voyons. On entend parler de lui pour la première fois dans le Journal de Montréal le 3 décembre 2015, donc quelques mois à peine après la diffusion du reportage de Enquête et bien avant la première battue pour Cindy. C'est qui ça, Lévi Landry? Ben, c'est le fameux chum de Cindy. Tu sais, là, celui qui avait besoin d'argent, supposément. Le sujet de la fameuse dernière conversation entre Cindy et sa mère qui avait refusé de donner des sous à sa fille. Ben, c'est ça. C'est lui, Lévi Landry. Un grand homme blond de 54 ans à ce moment-là qui avait une sale réputation à Val-d'Or. Une réputation d'homme violent avec ses conjointes et qui, disons, servait de dealer à ces pauvres femmes-là. Toujours des femmes en situation extrêmement précaire et instable, comme Cindy. Puis qui alimentait le rythme de vie de dépendance puis de prostitution de ses conjointes, là, je vais le mettre en gros guillemets, là. Pas quelqu'un que tu souhaites voir ta fille côtoyer, disons. Dans l'article du Journal de Montréal, donc, on rapporte que Lévi Landry est dans la mire des policiers, bien entendu, parce que, bon, non seulement il est reconnu comme son conjoint, mais aussi parce que la police finit par faire des liens. Hein. Cindy a quand même été vue au centre hospitalier de Val-d'Or avec des côtes cassées, en plus de son intervenante qui souligne avoir remarqué des marques de strangulation autour de son cou. T'sais, il faut pas être très érudit là, pour se pencher sur l'hypothèse que peut-être, sa disparition a un lien avec son chum brutal. Mais pour faire ces liens-là, encore fallait-il s'intéresser au cas. Hein? Bref, l'article nous apprend aussi que Landry aurait refusé catégoriquement de passer le polygraphe au sujet de la disparition de Cindy, et ce, à 3 reprises. Selon lui, le polygraphe est réputé pour mettre le monde innocent dans le trouble. Le journaliste lui rappelle qu'il n'y a pas grand-chose à perdre parce que les résultats du test ne peuvent pas être présentés en cours, ce à quoi il répond un éloquent « Je le sais et je m'en calisse ». Sa version des faits demeure la même lors des nombreux interrogatoires. Il ne sait pas ce qui est advenu de sa conjointe, qui décrit comme une femme hors de contrôle qui a donné bien du trouble. Il assure l'avoir vue pour la dernière fois en avril 2014, comme tout le monde, le 14 avril pour être très précis. Puis lui, évidemment, il n'a pas averti la police de la disparition de sa blonde, là, tu sais. Non. C'est à peine 5 mois plus tard, Annie, que Lévi Landry reviendra dans les médias, accusé du meurtre de sa voisine, Marie-Ève Charon, 36 ans, avec qui il avait l'habitude de consommer de la drogue, selon TVA Nouvelles. Après qu'elle ait été portée disparue pendant quelques jours, le corps de Marie-Ève a été retrouvé dans le locker de Landry, au sous-sol de son appartement. On a été en mesure de démontrer assez de preuves pour faire accuser l'homme et enfin le sortir de la rue. Je te l'ai dit en intro, Annie, je viens de Val-d'Or. Moi, j'ai encore beaucoup d'amis là-bas, puis je me souviens du désarroi de plusieurs personnes que je connais qui œuvrent dans le domaine communautaire et qui connaissaient bien Marie-Ève et qui craignaient aussi Lévi Landry comme la peste. D'ailleurs, suggestion balado, allez écouter la merveilleuse production Château Inn, disponible entre autres sur Audio. On y parle du décès tragique de Marie-Ève et du legs qu'elle laissera à un bâtiment mythique de la ville. C'est un balado absolument fabuleux. Je vous le conseille fortement. Lévi Landry prend le chemin de la prison sur le champ. Il est détenu dans l'attente de son procès qui arrivera 2 ans plus tard. Il va finir par plaider coupable à une accusation réduite d'homicide involontaire lors de la 2e journée de son procès en septembre 2018 et il va écoper de 16 ans et demi de prison pour le meurtre de Marie-Ève. Il est toujours en détention aujourd'hui, évidemment, Dieu merci. Mais le fait qu'il soit derrière les barreaux n'aide en rien à la résolution de la disparition de Cindy Rupert House. D'ailleurs, pendant qu'il était en cours, un article de l'Actualité rapporte qu'on pouvait voir et entendre plusieurs citoyens lui crier « Est où Cindy ?» quand il faisait son entrée au palais de justice. Est-ce qu'ils ont fouillé sa maison pour avoir des indices en lien avec la disparition de Cindy? Probablement que ça a été fait. À ce jour, Lévi Landry n'a jamais voulu admettre quoi que ce soit dans ce dossier. En septembre 2019, on a établi un poste de commandement à Val-d'Or pour délier les langues et recueillir des informations sur Cindy. On a aussi annoncé une récompense de 40 000 $ pour quiconque amènerait des informations permettant de résoudre sa disparition. Bon, pourtant, il n'y a rien qui a bougé. En février 2020, un immense panneau numérique est installé en bordure de la route 105 devant les bureaux du conseil tribal de la nation Algonquine-Anishinaabe. Sur ce panneau défilent le visage de Cindy ainsi que ceux de Shannon Alexander et Macy Ojik, disparus de Maniwaki en 2008. Un panneau semblable est installé à Picogan, la communauté de Johnny Wilde et Emily Rupert House, les parents de Cindy. Toujours à Picogan, d'ailleurs, un parc a été renommé en mémoire de Cindy.
C'est pas mal ici que s'arrêtent les développements face à la disparition de Cindy Ruperthouse. Tu sais, on n'est pas dupe personne, là. Je pense qu'on peut quand même dire, sans trop penser se tromper, que les chances pour que Cindy soit retrouvée vivante sont pratiquement nulles. Non seulement personne n'y croit, mais la police et l'opinion publique est pas mal du même bord, là. La Sûreté du Québec l'affirmait même avant l'arrestation de Lévi Landry. Le dossier de Cindy Ruperthouse en est un d'homicide irrésolu, même si on n'a pas le corps pour le prouver. Toute cette histoire-là est tellement choquante et triste sur plein d'aspects. C'est tellement confrontant et déstabilisant de penser, encore une fois, que si Cindy Ruperthouse avait été blanche, probablement que beaucoup de choses auraient été différentes. En premier lieu, comment la police a réagi à sa disparition quand on leur a rapporté. Il y a tellement de couches de malaise dans cette histoire-là. À la base, c'est documenté et prouvé que les femmes autochtones qui meurent ou qui disparaissent au Canada sont traitées avec beaucoup moins de diligence et de constance que les victimes blanches. Donc, on partait déjà avec une roche dans le soulier, hein. Mais quand on pense, en plus au contexte allégué, que certains des policiers de Val-d'Or faisaient aussi partie des abuseurs de ces femmes en détresse, est-ce qu'on peut présumer raisonnablement que c'était encore moins gagné d'avance d'obtenir leur aide? Le reportage d'enquête est important ici parce que ce sont les premiers journalistes qui se sont intéressés à la disparition de Cindy. C'est certain que finalement, les découvertes horrifiantes de José Dupuis ont un peu éclipsé l'histoire de Cindy, mais peut-être qu'on peut le voir autrement aussi. Et si c'était Cindy qui avait finalement mis la lumière sur toutes ses sœurs abusées? Elle, on n'a pas pu la sauver. Mais je pense qu'on peut dire sans se tromper, Annie, qu'en disparaissant, Cindy Ruperthouse a probablement sauvé des dizaines de femmes des griffes d'abuseurs en uniforme. Elle le fait en leur donnant un peu de sa lumière. Elle leur a enfin donné une voix. Si vous avez des informations à propos de la disparition ou du meurtre de Cindy Ruperthouse, contactez la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Captive est enregistrée au studio Madame Wood à Montréal. Un concept et une réalisation d'Annie Lorrain et Michel Ouellette. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, L'Indice.